Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Elle sa table, le podcast du magazine Elle la table, que nous enregistrons cette fois pour la première fois dans des circonstances un peu exceptionnelles. Nous sommes au Grand Contrôle dans le 12e arrondissement et on l'enregistre dans le cadre du podcast show qui est organisé par le Grand Contrôle et ACAST. C'est l'occasion de discuter d'un sujet qui touche la politique, qui touche la société, qui touche le rapport à l'autre dans son altérité absolue, avec notre invitée d'aujourd'hui, Marine Mandrila. Bonjour. Bonjour. Qui est l'une des cofondatrices, la cofondatrice du Refugee Food Festival, qui est surtout connu comme Refugee Food Festival, mais qui est une association beaucoup plus large, et qui a monté ce projet un peu fou de donner à voir et à manger, d'abord aux Parisiens et ensuite au reste du monde quasiment, à travers le talent de réfugiés, qui, au-delà d'être des réfugiés, sont avant tout des solutions. Racontez-nous un petit peu les principes généraux de ce projet. Alors effectivement, c'est une association, mais c'est avant tout un projet protéiforme, mais qui a surtout 3 objectifs principaux. Le premier est la raison d'être de ce projet et du festival initialement en 2016. C'est d'essayer de sensibiliser, d'informer le grand public à la situation des réfugiés en utilisant la cuisine. Concrètement, ça veut juste dire qu'on a voulu essayer de faire comprendre à tout le monde que les personnes réfugiées en France et partout sont des personnes comme vous et moi, qui n'ont pas choisi de quitter leur pays, qui sont arrivés souvent dans des circonstances difficiles et qui ont simplement besoin de se reconstruire et qui ont énormément de choses à apporter à nos sociétés et qui arrivent avec tout un bagage culturel et culinaire qu'il faut contribuer à accueillir dignement. Et que c'est, voilà, nous, on considère que c'est un de nos devoirs. Et en fait, ce projet, il est né après ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015, parce qu'on a été, nous, à titre personnel, bouleversés vraiment par les discours globaux ultra misérabilistes et anxiogènes. Voilà. Donc la première mission, c'est vraiment d'essayer simplement de faire comprendre que la réalité de ces personnes-là, de valoriser leurs talents, d'expliquer qu'on pourrait potentiellement, nous tous, un jour être réfugiés, et qu'en fait, il faut juste ouvrir ses portes, il faut juste ouvrir ses portes, son cœur, et que quand on a envie de le faire, ça se passe bien. Et la deuxième mission, c'est d'essayer de favoriser l'insertion professionnelle de ces personnes dans le secteur de la restauration, notamment parce qu'on pense que l'intégration, comme on dit, fonctionne notamment grâce à l'accès à l'emploi. Et que c'est en travaillant, en ayant une autonomie, une indépendance financière, qu'on accède à un réseau social, qu'on apprend la langue et qu'on s'intègre dans un pays et qu'on en comprend les codes. Et qu'en plus de ça, dans le secteur de la restauration, il y a du travail. Il y a un peu de boulot. Pour l'instant. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'ai eu l'occasion en 2015 d'aller faire un reportage pour Elle à Léros, justement, une île grecque du Dodécanèse où arrivaient énormément de réfugiés. Et j'ai le souvenir d'avoir été très étonnée, finalement, de me rendre compte que, certes, il y avait des gens extrêmement modestes, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui me ressemblaient et que ce qu'ils vivaient était quelque chose que je pourrais être amenée à vivre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que certains d'entre eux, je les ai revus après leur installation en France. Et la première chose qu'ils ont fait tous, c'était de nous faire à manger. C'était de nous préparer un repas. Et à travers ce repas, c'était une manière de dire, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous pouvons partager, voilà ce que nous voulons vous offrir. Est-ce que vous diriez, Marine Mandrila, que la cuisine est finalement un concentré d'humanité ? Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde toutes les plus grandes diasporas du monde, la première chose qu'on fait quand on arrive dans un pays, c'est sa cuisine. Parce que je pense que profondément, ça nous ramène chez nous. Ça nous ramène à notre enfance, à la cuisine de nos mamans, parfois de nos papas, de nos grands-mères. Et donc, il y a ce truc hyper intime qui fait que... Affectif. Qui peut émouvoir aux larmes quand on mange certains plats de notre enfance.
qui nous ramène chez nous, et dans un petit cocon familial où qu'on soit, qui nous ramène chez nous. D'où l'importance de permettre aussi à ces personnes, même sur le chemin migratoire, de pouvoir cuisiner, s'approprier leur cuisine, etc. Et c'est en même temps l'un des trucs les plus facilement partageables. Parce que tout simplement, on a tous besoin de manger 3 fois par jour. Et que, mine de rien, même s'il y a énormément, évidemment, de diversité culinaire et culturelle, on mange tous de la même manière. Et ça met un peu tout le monde à égalité, en réalité. Manger la cuisine de l'autre, c'est faire confiance à l'autre ? C'est faire confiance à l'autre, parce que ça veut dire que l'autre ne nous empoisonne pas, déjà. Et c'est aussi une manière de l'honorer, de l'accepter, de reconnaître son patrimoine, sa culture, et puis effectivement d'accepter. C'est une manière de se raconter, en fait, de donner de cuisiner sa propre cuisine et de la présenter à quelqu'un. C'est une manière de se raconter. Et donc effectivement, pour la personne qui mange cette cuisine, de l'accepter, de l'honorer, ouais. On en parlera plus tard quand on parlera du festival, du Refugee Food Festival, où on crée ces duos et ces rencontres culinaires. C'est aussi une manière de s'ouvrir sur, de s'inspirer, de regarder ce qui se passe ailleurs. Et quand on regarde la cuisine française à l'heure actuelle, française et d'autres, mais je crois que la cuisine française est quand même l'une des cuisines les plus reconnues dans le monde, parce qu'elle est l'une des plus diversifiées, ou en tout cas reconnue comme étant l'une des plus diversifiées. C'est aussi parce qu'elle a su absorber des centaines d'influences de partout dans le monde, et que par définition, la cuisine, c'est une histoire de migration. Je suis désolée, j'ai une voix très bizarre, mais ça va passer. Vous avez lancé ce projet en 2016. Vous-même, c'est très étrange, vous-même, vous êtes passionné de cuisine depuis toujours. Racontez-nous de quelle manière vous êtes tombé dans la cuisine. Alors, je suis passionnée de cuisine depuis toujours, oui, mais grâce, comme tout le monde, je crois, à ma grand-mère et à ma mère, parce que chez moi, la cuisine a une importance extrêmement forte. Le fait de manger ensemble, de cuisiner ensemble, a toujours été constitutif de ce qu'on est, de ma famille. Mais je dirais que c'est véritablement par les voyages que j'ai eu la chance de faire, qu'on a eu la chance de faire avec Louis, qui est donc mon compagnon avec qui on a cofondé le projet, qui lui a grandi en Inde, là où moi j'ai toujours été éduquée dans une famille, même si je suis moitié roumaine, mais j'ai été éduquée dans une cuisine française ultra traditionnelle, pas du tout pimentée, vraiment plus classique, on va dire. Et c'est vraiment grâce à Louis, grâce à la famille de Louis, et en voyageant après nos études, que je me suis encore plus passionnée pour la cuisine d'ailleurs, et la cuisine de l'autre, et les cuisines du monde. Donc c'est quand même venu plus tard, et puis d'ailleurs de plus en plus, quoi. Vous avez fait des documentaires tous les deux, vous avez sillonné le monde 2 fois, 2 très grands voyages qui vous ont amené à manger chez les particuliers, à la recherche de la réelle cuisine populaire et non pas de la cuisine gastronomique ou de la cuisine de restaurant. En quoi cette approche vous a-t-il permis, Marine, d'avoir une espèce de vérité ? En fait, quand on est parti, ce qui nous intéressait, c'était presque pas la cuisine en réalité. C'était presque pas ce qu'on allait manger, mais plus l'outil, l'alibi que ça allait nous donner pour provoquer des rencontres et pour aller rentrer dans les cuisines, dans les foyers, dans les familles. Et saisir la vie, en fait. Exactement, et saisir ces petits instants de vie, beaucoup d'instants de femmes, parce que effectivement, on a été dans 18 pays très différents les uns des autres, dans beaucoup de zones géographiques. Et je peux dire que dans 90% des cas, ce sont des femmes qui cuisinaient. Je dis toujours que les femmes nourrissent le monde. Mais c'est encore le cas. C'est encore le cas, même si les choses évoluent peut-être un petit peu dans nos sociétés en France. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à partager des réels instants familiaux, même avec une caméra, même parfois en ne parlant pas la même langue, parce qu'on arrivait juste à petits pas, avec, je pense, une grande humilité, en essayant juste de... Et on disait à tous nos hôtes, parce que du coup, on rencontrait toutes ces personnes sur les marchés, dans les transports, et on leur disait juste, on veut juste venir cuisiner avec vous.
pas manger le plat national, le plat du dimanche, etc. Mais juste manger ce que vous mangeriez aujourd'hui ou ce que vous allez manger aujourd'hui. Exactement. D'accord. Rien ne vous prédestinait dans votre parcours, j'ai l'impression, à être la cheville ouvrière d'une association, à travailler comme entrepreneuse sociale, dans l'entrepreneuriat social, puisque vous êtes vous-même le produit de grandes écoles. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné du rôle, de ce que vous apportiez dans la société à travers vos choix professionnels, vos engagements ? Vaste question. J'ai tendance à pas trop réfléchir non plus sur nos choix parce que sinon on n'avance pas. Mais je pense que ni Louis ni moi, et même avant de monter ce projet, je me suis jamais vue. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé dans une entreprise classique. Et je pense qu'on fait aussi partie d'une génération où on s'est dit, moi, on a 32 ans tous les deux. Où on s'est dit, mais si notre génération ne se bouge pas, qui va le faire ? Et voilà, je pense qu'on a aussi eu la chance d'être deux. Moi, je pense que j'aurais jamais fait l'once de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle si on n'avait pas été deux à la base, puis rejoint par une équipe extrêmement engagée, extrêmement investie. Certes, c'est notre travail, mais c'est 10 fois plus que notre travail, quoi. Donc, on essaye de contribuer de notre manière, avec ce qu'on sait faire, avec peut-être ce qu'on a appris dans les grandes écoles. Oui, parce qu'on peut-être structure un projet. Exactement, parce que je pense qu'on a appris à maîtriser certains codes et qu'on essaye de s'en servir, de les utiliser à bon escient et d'apporter notre part, même si on a encore un chemin immense et même si tout a été super vite, parce que quand on a monté le premier festival, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer après, réellement. Et je dis pas ça. Oui, c'était un one-shot, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était une occasion. En fait, on a commencé par accueillir un demandeur d'asile chez nous, parce qu'on avait une chambre de libre. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et puis on s'est dit, mais c'est autour de la cuisine qu'il faut réussir à mobiliser, parce que ça parle à tout le monde. On va réussir à mobiliser des médias, on va réussir à mobiliser des chefs, etc. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés nous a vachement aidés. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, il y a un besoin de formation. Mais en fait, si on avait un lieu pour permettre à des personnes de se tester, etc., on a eu... Enfin, voilà. Donc, ça commence juin 2016. Vous faites la première édition du Refugee Food Festival à Paris. Et cette première édition consiste à rassembler un certain nombre de restaurateurs, de chefs, qui accueillent dans leur cuisine, pour une certaine durée, une durée qui est souple, des réfugiés qui eux-mêmes savent cuisiner, ne sont pas forcément chefs professionnels, et ensemble, ils imaginent un ou des menus. C'est ça ? C'est exactement ça. Et l'idée, c'est premièrement de créer une rencontre culinaire, comme je disais tout à l'heure, de mettre aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Et moi, j'ai assisté à certaines rencontres avec des grands chefs parisiens et des cuisiniers syriens, et je peux vous assurer que celui qui apprenait était le grand chef. Donc, c'est de créer une rencontre et de donner à voir, premièrement aux Parisiens, de faire découvrir une culture, des goûts, des saveurs, et puis de donner l'occasion à des personnes comme Magda, qu'on va sûrement écouter tout à l'heure, de raconter leur parcours et au final, simplement de considérer ces personnes pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, pour leur talent, pour tout ce qu'ils ont amené dans leur bagage avec eux, avant de parler juste de personnes réfugiées. De les regarder comme des personnes avec Exactement. Une multiplicité de dimensions et pas uniquement comme ce que la vie les a contraints à éprouver comme expérience de déracinement. Et avec des richesses immenses. Dans la foulée, ça marche très très bien. D'autres villes vous rejoignent et assez rapidement, ça devient un événement, j'ai envie de dire, planétaire, quasiment, non ? Dès la deuxième année, effectivement, en fait, on a été contacté par plein de personnes, comme vous et moi, qui nous disaient j'habite à Genève, je veux monter le festival, je suis restaurateur à Bruxelles, je veux accueillir un cuisinier dans ma cuisine, etc. Comme je disais, on a beaucoup bossé avec le HCR. Et du coup, on a monté un kit méthodo qu'on a mis en ligne en disant, voilà, si vous voulez organiser un Refugee Food Festival, il y a une charte, ça se passe comme ci. Comment on identifie des personnes, voilà, des associations qui peuvent vous aider, etc. Enfin, on a prototypé, on va dire, quelque chose, et des équipes de bénévoles
dans des villes locales. Et je tiens à dire que ce sont vraiment des personnes extrêmement investies, engagées, qui ont organisé le festival dès juin 2017, parce que du coup le festival a lieu à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Et très vite, effectivement, ça a pris une ampleur nationale, puis européenne, puis même américaine. Il y a eu plusieurs éditions à New York et à San Francisco, à Cape Town, même si là, avec le Covid, on a réduit un petit peu la voilure, mais voilà. La prochaine édition, donc en 2022, aura lieu le 20 juin 2022, Journée des réfugiés, toujours. Et ce sera cette fois-ci une édition nationale pour cause de Covid. Combien de villes françaises vont participer ? Alors, cette année, en juin, 10 villes participeront. Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, Dijon, Montpellier. Je crois que j'ai dit les 10. Et vous avez une idée du nombre de restaurants, de tables qui seront membres de ce festival ? Alors, il y aura à peu près 80 adresses qui vont vraiment pour les restaurants de la cantine participative de quartier au tiers-lieu au restaurant étoilé. Et aussi, la particularité cette année, c'est de faire participer des boulangeries, des boulangers, des fromagers, des fromageries, des métiers de bouche, exactement. La suite du projet a dépassé rapidement le jour, on va dire, événement ou la période événement du mois de juin, et ça s'est transformé avec un lieu durable qui est ici au Grand Contrôle, qui s'appelle la Résidence, et qui est un restaurant qui accueille des futurs chefs réfugiés. Exactement, la résidence existe depuis début 2018 et l'objectif premier, ça a été de créer un lieu pour permettre à des personnes, cuisiniers amateurs, voulant se reconstruire professionnellement, mais pas que, par la cuisine, et de leur donner une plateforme de formation, d'expression, pour qu'ils puissent se tester avant de lancer leur propre activité. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accueillir des cuisiniers en devenir et entrepreneurs. Voilà. Le projet s'est construit depuis. On a accueilli plusieurs cuisiniers. Depuis, on est devenu aussi entreprise d'insertion. Ça veut dire que la brigade est composée aussi de personnes réfugiées qui sont en contrat d'insertion. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui nous permet de les accompagner avec un accompagnement social, linguistique, autre que purement culinaire. Et ce lieu, effectivement, à Grand Contrôle, a permis à pas mal, à certains talents, et je dis vraiment talent, d'éclore, de se lancer grâce à beaucoup de travail, grâce à l'accompagnement de beaucoup de chefs, notamment de Stéphane Gégaud, que je tiens aussi à mentionner. Et voilà, c'est un lieu qui continue à vivre, à bouger, qui a évolué aussi pendant le confinement, qui a fait beaucoup d'aide alimentaire pendant le confinement, pendant les confinements. Mais voilà, donc c'est ce lieu-là. Alors, on a une chance immense. C'est qu'on a avec nous l'une des chefs qui est passée par le Refugee Food Festival, qui a aujourd'hui un restaurant qui ne désemplit pas, qui fait en carton, et dont rien dans l'histoire ne l'a prédestinée à être chef. C'est Magda Gegenova. Bonsoir Magda. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes d'origine géorgienne. Exactement. Vous avez un parcours de réfugié, d'abord en Ukraine puis en France. Vous cuisiniez, mais pas du tout en tant que métier. Et aujourd'hui, vous êtes cuisinière. Racontez-nous le début de cette histoire. Au début, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Magda. J'ai commencé à travailler avec Refugee Food Festival 2017. C'est une vraiment très bonne expérience pour nous, pour moi et pour nous ensemble, parce que c'est très intéressant au début, parce que nous sommes réfugiés et j'ai personne très active. Et moi, je cherche toujours quelque chose que ça bouge. J'ai rencontré avec beaucoup de gens et vraiment, le Refugee Food Festival, ça m'a touché pour découvrir un nouvel côté de mon avis, parce que je suis dentiste.
Et nous avons notre entreprise en Géorgie, nous avons notre clinique. Oui, une Et c'est vie. quelque chose à nouvel pour moi. Parce que moi, j'ai toujours cuisiné à la maison. J'ai 3 enfants et grande famille. Nous avons beaucoup d'invités à la maison. Et toujours, les Géorgiens, femmes, ils cuisinent beaucoup. Et à cause Oui, de vous ça, disiez, oui. quand on a préparé l'entretien, vous me disiez qu'un repas en Géorgie, Oui, à la ça, c'est maison, d'abord, c'était une cuisine très soignée, très Exactement. complexe, et puis très généreuse. Exactement, il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs, il y a et vraiment, c'est une gastronomie très intéressante qui, j'ai vu les Français beaucoup aimer. Et ça commence du populaire, du gastronomie, du partage, du gastronomie, du maison, comme moi j'ai dit tout à l'heure, nous discuter. Et voilà que je commence à travailler avec Refugee Food Festival. Et c'est très intéressant que nous avons bien collaboré avec les chefs françaises et nous avons fait une grande très intéressant menu avec plusieurs du chef. J'ai travaillé déjà avec 4 différents chefs en plus. Et chaque fois, ça finit, nous avons grand succès. Les gens, ils adoraient. Et voilà, comme je vous déjà sais, j'ai travaillé dans la résidence qui m'a donné grande chance pour commencer à travailler comme chef, vraiment chef. Pour l'amateur, c'est beaucoup déjà. Oui, vous au comprenez? quotidien. Oui, et important, c'est pour nous qui les réfugiés, c'est du gratuit, vous comprenez, c'est du beaucoup d'aide avec pour toutes les. Peut-être pour les Français, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup parce C'est que énorme. c'est comme tu arrives en France, comme tu es étrangère et tu connais pas rien du tout, qu'est-ce qui se passe dans ce système. Et ça vraiment aide. Ça, c'est une grande aide pour expliquer en Oui, détail parce qu'il n'y a tout le pas que la système. cuisine. Si on veut s'insérer, savoir Exactement. cuisiner, c'est une chose, mais il y a tout ce qui va autour. L'administratif, Il y a plein de les trucs. réglementations, Il y a énormément plein de trucs. l'organisation, Oui, etc. exactement. En plus, les Georgies, c'est pas accrocher les Français. Je connais pas les Français, du goût français, vous comprenez. Nous avons deux différents goûts. Les cultures, c'est absolument gastronomie différente. Vous comprenez. Chez nous, c'est un petit peu différent. Donc il faut savoir s'adapter. Exactement. Qu'est-ce que nous fait premier notre travail ensemble, c'est faire un grand menu qui un petit peu changé et adapter mon menu pour les Français, parce que je cuisine quand même pour les Françaises. Alors, en dehors de ce que vous faites aujourd'hui en tant que chef, est-ce que cette expérience vous a aussi changé ce que vous cuisinez chez vous maintenant à la maison ou pas du tout? Non, pas, vous savez, oui et non en même temps. C'est compliqué à dire, mais vraiment, vous savez, il y a plusieurs du restaurant georgien ici, il y a plusieurs de personnes qui cuisinent très bien, mais tout le monde m'a demandé pourquoi vous êtes comme ça intéressant pour les journalistes, pour les gens, pour les ça, parce que quand les gens ils goûtent, d'abord, ils viennent chez nous, ils goûtent, ils trouvent ça très intéressant et un petit peu différent que les autres. Pourquoi? C'est à cause du Refugee Food Festival, à cause de notre beaucoup de travail ensemble. La formation. Oui, la formation qui m'a donné vraiment du Refugee Food Festival. Au début, les cuisines georgiennes, c'est une grande à partager cuisine. Nous n'avions pas quand nous servit les gens en c'est des grands restaurant. plats. Oui, c'est du grand plat il nous appelait ça soupra. C'est une grande table qui a plusieurs du plat à partager. Chaque personne servie comme le buffet Valentin chez vous, mais c'est énormément grand. Ça n'existe pas en Géorgie, un plat assiette personnelle, individuel. Et c'est pour moi, c'est ça qui nous adaptait. Il n'y a pas de garni comme ça, tout est à part. Et nous devons faire mélange tout ensemble pour servir. En plus, ça n'existe pas les gastronomie Géorgie pour faire comme des street food et comme importer. Ça n'existe pas du tout. C'est comme d'habitude chez nous, vous entrez, c'est du burger, c'est du shawarma et machin, et McDo et machin. Mais la gastronomie importée et gastronomie street food, vraiment, ça n'existe pas. Nous sommes premiers qui découvrir ces styles. Et ça marche très très bien. Les gens, ils sont contents parce que, regardez, vous devez sortir à midi et vous voulez vite manger. Mais vous ne voulez pas manger, désolé, mais street food qui avait de beaucoup de qualité problèmes. très moyenne. Voilà. Et les gens, ils trouvent pas de cuisine georgienne qui propose vraiment, qui nous travaille avec. Voilà, qu'est-ce qui est important, c'est ça que les Refugee Food Festival, il m'a aidé pour trouver mon local, petit local, parce que comme
pour les débutantes, c'est compliqué Alors, pour commencer avec énormément oui. grands restaurants. Alors, machin. justement, c'est ce que vous me disiez, c'est que vous avez travaillé ici à la résidence Oui, pendant plusieurs 6 mois et C'est- qu'ensuite, le Refugee Food Festival, l'association, vous avez accompagné en entendant parler d'un Exactement, chalet c'est ça. à la rotonde de Stalingrad. Exactement, c'est ça. Et c'est pas accompagné seulement moralement, non, c'est du physiquement, en plus du moralement, en plus tout, absolument tout le corps qui entre dans Vous cette structurez, exactement, pour expliquer tous les détails, comment ça fonctionne, comment nous devons faire. Et pour nous, comme les chefs, c'est important qu'il m'a contacté avec très bons fournisseurs parce que vous savez qu'ici en France, c'est important avec quel type de produit tu travailles. C'est vraiment important que les jeunes qui viennent chez moi, ils savent que c'est pas du produit qu'ils trouvent n'importe où, Oui, il y a n'importe une vraie quoi. qualité. C'est exactement du qualité. Et voilà, c'est du nouvel style, qui est un nouvel truc que je trouve à street food, gastronomie, vraiment gastronomie du georgien, avec meilleure qualité. Et voilà, ça fonctionne. Et ça très fait bien. un succès, puisque vous étiez Un petit censé peu, oui. passer quelques mois là-bas, et ça fait Oui. 4 ans qu'on fait la queue devant votre chalet à la Rotonde pour manger notamment les exceptionnels raviolis. Alors, je pense que ce soir, j'y en aura pas, j'imagine, puisque vous êtes ici. Avec grand plaisir, vous devez visiter chez Voilà. Et Marine, combien d'exemples avez-vous similaires à celui de Magda? Alors, en France, alors, je pense que Magda est vraiment un modèle pour plein de personnes, mais vraiment, je le pense profondément. nous. Nabil. Ouais, j'allais parler de Nabil Attar, qui a ouvert après la résidence un restaurant qui s'appelle Narange à Orléans, qui est pareil, qui est assez exceptionnel, vraiment, et qui progresse d'année en année. Enfin, c'est pareil, il a de l'or entre les mains. Et Nabil, il était dans les systèmes bancaires en Syrie. Donc rien à voir. Rien à voir. Il affinait son fromage dans sa cave à Damas. Et quand il nous a contactés en 2017 sur Facebook en nous disant moi j'ai tout perdu, mais maintenant j'ai une chance, c'est celle de pouvoir vivre de ma passion et en fait faire ce que j'aurais toujours dû faire en Syrie. Je pense à Bassem Ataya qui a ouvert son corner aussi à Lille, dans un lieu qui s'appelle Grand Seine, qui travaille sur l'ouverture d'un 2e restaurant. Je pense à Mohamed El Khaldi. Qui a ouvert aussi, bon là maintenant qui est un peu entre Le Caire et Paris. Je pense à Tina à Marseille qui a ouvert aussi là, son restaurant éthiopien au Food Cub. Donc Les Africaines aussi. voilà, je pense à Harunasso aussi ici. Mais oui, non mais voilà, il y a plein. Les dames. Il y a énormément de personnes qui se sont lancées. Même si les 2 dernières années ont pas mal amputé certains projets. Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup de personnes, plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes qui ont réussi en fait à trouver un travail dans le secteur de la restauration. Un contrat, que ce soit être cuisinier, commis de cuisine, agent de restauration, employé technique de restauration, et qui ont en fait réussi, alors grâce à nous, mais aussi grâce au travail de plein d'autres associations, grâce à un accompagnement grâce à leur social, propre travail. et surtout grâce à leur propre travail, acharnement parfois, parce que voilà, sont des personnes qui, sans faire de généralité bien sûr, mais qui s'accrochent et qui ont réussi à se stabiliser et à se reconstruire en France grâce à leur travail dans la restauration. Et depuis 2 ans, on copilote des formations au métier de la restauration, au métier de commis de cuisine, dans plusieurs villes de France, qui sont vraiment pensées pour être sur mesure, avec du renforcement en français professionnel, donc avec du vocabulaire de la restauration, avec toute une série de modules et d'ateliers sur le droit du travail en France, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur les CV, maîtriser un outil numérique, postuler en ligne, Langage. tout ce qu'on appelle les soft skills en fait, et voilà, qu'on essaye de transmettre, et puis surtout une ouverture de réseau, parce qu'on sait aussi que dans le secteur de la restauration, c'est un milieu qui est assez peu connecté et qu'il faut connaître, et qu'il faut se faire connaître, qu'il faut être introduit. Et ça se passe souvent, effectivement, de connaissance à connaissance, de bouche à oreille. Vous entendant et voyant ce qui s'est déjà développé en 5 ans, c'est assez rapide, quelle
vision avez-vous pour Refugee Food Festival et l'association qu'il y a derrière qui s'appelle Food Sweet Food? Comment imaginez-vous cette association et son travail dans les années à venir? Alors, je crois que depuis le Covid, on a arrêté de faire des plans. Non, je plaisante, mais voilà, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place sur les dernières années. Donc, déjà de stabiliser et de continuer à faire perdurer, notamment ces formations, consolider. On a, depuis le premier confinement, je l'ai un petit peu évoqué, mais sous l'impulsion d'Harouna Sow, qui est le chef formateur de notre association, qui est un grand chef d'origine mauritanienne, qui a vraiment développé au sein de notre association un programme d'aide alimentaire pour permettre à toutes les personnes qui en ont besoin d'avoir accès à une alimentation de qualité et qui corresponde aux habitudes alimentaires des personnes qui consomment ces repas. Très concrètement, ça veut dire que dès le premier confinement, il nous a appelés en disant moi, j'ai plus de boulot, les chambres froides des restos sont pleines à craquer, et là, il va y avoir des gens qui vont avoir faim. Parce que moi, je suis passée par l'aide alimentaire, et maintenant, c'est à moi et c'est à nous de rendre l'appareil. Et 3 semaines plus tard, ici à Grain de Contrôle, qui était donc fermé, et je remercie aussi Grain de Contrôle qui a mis le lieu à dispo. Et il y avait 500 repas par jour qui étaient produits avec des dizaines de bénévoles parisiens qui venaient empaqueter, livrer. Enfin, je passe les détails. Et il y a beaucoup d'autres associations qui ont fait ça avec nous. Je pense à Ernest, je pense à Yes We Camp, je pense à Linky, aux Marmites Volantes, au réseau Écotable. Bon. Et en fait, on ne s'est pas arrêté depuis. Et là, on travaille à l'ouverture d'une cuisine dédiée à l'aide alimentaire. Et voilà, notre objectif et notre vision, c'est vraiment de réussir à nouveau à offrir une aide alimentaire de qualité, savoureuse, respectueuse des personnes qui les consomment, qui soit bien dressée et à nouveau qui corresponde à leurs habitudes alimentaires. Petite question, le rôle des femmes, diriez-vous que parmi les réfugiés, il y a une attention particulière à accorder aux femmes pour leur donner une place en France et leur permettre d'exprimer leur potentiel en France? Est-ce que c'est particulièrement important? Ce qui est certain, c'est que dans le parcours d'exil et sur les routes migratoires, d'une manière générale, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes, de par les violences de tout ordre qu'elles peuvent subir, qu'elles ont subies dans leur pays et qu'elles potentiellement peuvent subir sur la route. Qu'elles sont majoritairement en charge de la vie de famille. Des enfants notamment. Des enfants notamment. Et que, en fait, par définition, elles ont davantage besoin d'accompagnement que les hommes. Il y a beaucoup de dispositifs qui contribuent à apporter cet accompagnement spécifique aux femmes, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin. Et par exemple, nous, dans les formations, bizarrement, il y a une majorité d'hommes. Alors même que ce sont les femmes qui cuisinent majoritairement. Alors même qu'on a ouvert une formation qui s'appelle Tournesol et qui est dédiée à la restauration collective, c'est-à-dire adaptée, dont les horaires sont aussi potentiellement plus adaptés à des vies de famille. Et on a aussi parfois du mal à identifier ces femmes. Je pense parce qu'il y a aussi des barrières, des barrières qui sont encore à lever et un besoin d'émancipation aussi de ces femmes et d'avoir accès aussi à l'emploi et à l'épanouissement professionnel. Donc il y a aussi tout un travail psychologique et moral peut-être à faire pour ces femmes. Magda, petite question, votre expérience, est-ce qu'elle a suscité des vocations d'autres personnes dans votre entourage qui ont eu envie de suivre votre parcours? Par exemple, moi, j'avais une amie qui habitait en Strasbourg, elle aussi du réfugié, ça fait 12 ans qu'il travaille très bien. C'est moi qui proposé cette fille Refugee Food Festival et c'était déjà 12 années. Elle est bien travaillée avec Refugee Food Festival. Elle fait du restauration maintenant. Et voilà, tu oublies les Dadji. Elle commence à travailler comme la chef après Refugee Food Festival. En plus, vous savez, je trouve que qu'est-ce que encore aider Refugee Food Festival? Nous oublier que nous fait du population notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de Français, même c'est pas... Il est où Géorgie? Géorgie, ils pensent que c'est les États-Unis, une state, vous comprenez, mais... Bon, c'est une autre Géorgie.
Voilà, et il y a beaucoup de gens qui nous expliquent. D'abord, voyage, il voulait visiter Géorgie, il vient chez nous, il nous explique il est où, qu'est-ce qu'il doit, à quel moment, quelle saison. Vous comprenez, nous sommes comme petite ambassade de Géorgie, culturelle. Vous comprenez? Oui. Nous sommes personnes du vin et nous expliquent le vin. D'ailleurs, je confirme, il y a de très bons vins en Géorgie. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont maintenant demandé comment tu commences le travail. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que nous avons du chance? Il y a beaucoup de Géorgiens qui, par exemple, maintenant demandaient, comme il y a du de mon expérience, comment tu commences, est-ce que c'est difficile, est-ce que nous avons du chance? Et vous savez, j'ai toujours expliqué que tout le monde avait du chance, important qu'il voulait. Oui, la volonté compte. Voilà. Et le travail. Exactement, il y a beaucoup de travail, énormément beaucoup de travail. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, Marine. On va souhaiter une très longue vie au Refugee Food Festival. Je crains malheureusement que la situation globale ne fasse qu'on ait encore besoin longtemps d'une association comme la vôtre. Cette année, donc au mois de juin, le festival va avoir lieu autour du 20 juin en France, dans une dizaine de villes. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur le site du Refugee Food Festival. On vous les mettra aussi sur elatab.fr. Voilà, et merci une fois de plus à Grande Contrôle et à ACAS de nous avoir permis d'enregistrer ça en live. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast Elle s'attable. D'ici là, n'hésitez pas, notez-nous, partagez, likez, commentez et revenez surtout très vite. À bientôt. Merci.